Je le disais, sans suspense, qui devrait être remporté par le FPR de Paul Kagame. Paul Kagame, un président, on l'a dit, qui s'en sort plutôt bien sur la scène intérieure, en tout cas qui s'en sort bien économiquement. Les droits de l'homme, eux, sont bafoués, mais un président qui traverse bien aujourd'hui des difficultés diplomatiques, et notamment sur le plan régional. Le Rwanda est accusé notamment par les Nations Unies bien, de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors je vous propose ensuite d'écouter Paul Kagame sur ces accusations, un sujet qui irrite le président rwandais, comme l'a constaté Marc Perelman, qui l'a interviewé en juillet 2012 au micro donc de France 24. Paul Kagame. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. Voilà, et ce tweet d'un internaute, les langues se délient, le monde découvre peu à peu la vraie face de Paul Kagame. Antoine Glaser, pourquoi une telle nervosité de la part du président rwandais sur ce sujet ? À mon avis, la principale raison, c'est qu'on dit que ce sont les Nations Unies, les rapports des Nations Unies qui accusent le président Paul Kagame de soutenir le mouvement rebelle du M23, qui est un mouvement congolais. Et malgré des tas de négociations entre le gouvernement central congolais et ce mouvement rebelle, ça n'a pas abouti. Et bien sûr, c'est à sa frontière. Il faut comprendre aussi que Kinshasa est à des milliers de kilomètres du Kivu, que l'influence de Paul Kagame dans cette région est absolument importante. Il est très agacé parce que ce n'est pas simplement les Nations Unies, cette fameuse communauté internationale. Les Américains, pour la première fois au mois de juillet, les Américains qui ont toujours été principal soutien de Paul Kagame, a dit qu'il fallait arrêter qu'ils soutiennent le M23. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, très récemment, il y a une résolution en même temps française mais américaine qui demandait à ce que le Rwanda soit, qu'il y ait deux chefs de ce mouvement rebelle du M23 qui soient condamnés. Et le Rwanda est actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, vous avez les permanents et vous avez les pays qui tournent. Et il a refusé la condamnation de ces commandants du M23. Donc, je veux dire, ça montre bien aussi que la patte, je veux dire, du Rwanda, l'influence du Rwanda. Et il faut savoir que pour le Rwanda, ça, je veux dire, ça, en se faisant l'avocat du diable, il considère qu'il y a aussi le FDLR, le Front démocratique de libération du Rwanda, qui sont les Rwandais qui veulent attaquer le Rwanda. Et à ce moment-là, il a toujours justifié ça en disant, voilà, moi je soutiens un mouvement rebelle contre rebelle. C'est une vraie menace ? Non, ce n'est pas une menace. Franchement, compte tenu de la puissance maintenant militaire du Rwanda, ce n'est pas une vraie menace. Le problème du Congo, c'est que le Congo ne contrôle pas son pays, ne contrôle pas ces zones du Kivu. Vous vous rendez compte que la principale opération de maintien de la paix des Nations Unies, ça se trouve au Congo, il y a des dizaines de milliers d'hommes. 20 000 hommes. 20 000 hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Les gens, les femmes continuent à être violées, ça continue à être un désastre absolument humanitaire. Oui, parce que ça, il faut le dire quand même, Antoine Glaser, parce qu'aujourd'hui, tous les médias ont les yeux rivés sur la Syrie, sur ces 100 000 morts, plus de 100 000 morts en Syrie, qui est terrible. Mais là, on parle de millions de morts dans l'est de la RDC. Et c'est un conflit aujourd'hui oublié, il faut le dire. Mais non seulement c'est un conflit oublié, et c'est un conflit, en fait, personne n'a envie de s'en mêler, parce qu'encore une fois, comme ce qui a été dit, c'est vrai que Paul Kagame, du fait du génocide, bon, la communauté a considéré que finalement, excusez-moi, le bordel ambiant, finalement, en ayant un Rwanda fort, ça allait stabiliser toute la région. C'était ça l'idée. Et on voit que non, malheureusement, à tel point d'ailleurs que le problème de l'Est du Congo, c'est qu'on a dû créer au sein des Nations Unies une force d'intervention pour suppléer l'armée congolaise qui n'arrivait même pas rapide, en plus, à tenir son territoire. Deuxième élément important concernant l'Est du Congo, c'est que le Congo regorge de ressources naturelles. Le coltan notamment. Notamment le coltan qui est dans tous nos téléphones portables. Mais vous pouvez nous dire ce que c'est, voilà, pour nos téléspectateurs. C'est un métal rare que l'on trouve à 85% au Congo. 85% des ressources mondiales sont situées au Congo, dans les différentes régions du Congo. Et c'est absolument nécessaire dans tous les téléphones portables, par exemple, et dans les technologies de haute précision. Forcément, ça devient un enjeu mondial. Et cet enjeu mondial, avec toutes les complicités, il n'y a pas que le Rwanda, il y a les autorités locales et nationales congolaises. Les multinationales aussi, on dit les multinationales, parce que ça aussi on les oublie. Finalement, les Occidentaux condamnent, mais... Comment se fait-il qu'on extrait du coltan à l'est du Congo de façon illégale et qu'on le retrouve dans nos portables de façon légale? Ça veut dire qu'il y a une chaîne de responsabilité
dans lequel toutes les autorités, quels qu'elles soient les pays, quel que soit leur degré de responsabilité, jouent et retirent de l'argent. Et donc, en plus de la profondeur stratégique dont parlait Antoine Glaser tout à l'heure, ce besoin pour le Rwanda d'avoir une profondeur stratégique pour garantir sa sécurité, cette question des ressources naturelles est aussi au sein même du conflit. Mais comme je le disais tout à l'heure, la question démocratique est exactement la même chose d'un point de vue militaire. Ce qu'on permettait de faire au Rwanda en termes militaires à l'est du Congo, et aujourd'hui n'est plus permis, et donc la déstabilisation que cela engendre dans la question politique à l'est du Congo est aujourd'hui insupportable, puisqu'on a des millions de morts, et que cette politique là n'a produit que de l'instabilité. Donc aujourd'hui, il faut absolument restabiliser l'Afrique centrale. Je crois que... Pourquoi le Rwanda, pourquoi Paul Kagame ne lâche pas cette rébellion du M23 ? La question est très mal posée. Le Rwanda ne soutient pas le M23. L'ONU dit le contraire. L'ONU, ce n'est pas la première chose. Nous savons comment l'ONU a toujours réagi Donc, face à des situations. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'ONU ment. Mais l'ONU ment. Retournons-nous dans l'histoire. Regardons en 1994, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était un génocide qui se faisait aux yeux et au sud de tout le monde? Pardonnez-moi, je vous interromps. Priorité au direct, 19h41. Heure de Paris, je vous redonnerai la parole. On écoute Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, sur le rapport sur l'attaque chimique du 21 août dernier en Syrie. Des efforts du monde pour combattre les armes chimiques. Le rapport de la mission des Nations Unies sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie est arrivé à la conclusion que des armes chimiques ont été utilisées sur une échelle relativement grande à Ghouta le 21 août, près de Damas, provoquant de nombreuses fatalités et blessures, notamment parmi les civils. J'ai soumis le rapport des Nations Unies au Conseil de sécurité et aux États membres des Nations Unies, et ce rapport est également disponible en ligne. L'équipe d'experts animés par le professeur Sellström méritent beaucoup de félicitations parce qu'ils ont fait face à des circonstances très dangereuses, y compris des tirs de sniper. Ils ont travaillé en temps record tout en respectant les normes les plus élevées de la science et de la technique. Ils ont travaillé avec des experts de la Convention pour l'interdiction de l'utilisation des armes chimiques et l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont été dignes des Nations Unies. Malheureusement, ce rapport est d'une lecture extrêmement désagréable. L'équipe a interrogé les survivants, les premiers répondants et le personnel médical. Ils ont recueilli des preuves biomédicales et de nombreux échantillons de sol et de terre, et ils ont fourni un rapport indépendant et impartial. Les résultats sont accablants et indiscutable. 85% des échantillons de sang ont testé positifs pour du gaz sarin. Et les autres échantillons ont confirmé l'utilisation d'agents sarins. Les roquettes et les fragments de roquettes contenaient du gaz sarin. Les constats sont complètement sûrs et confirmés. Il s'agit d'un crime de guerre et une violation grave du protocole de 1925 et des autres lois internationales. Le rapport confirme l'utilisation, c'est l'utilisation la plus grave d'armes chimiques contre des civils depuis Saddam Hussein en 1988. Et c'est le cas le plus grave d'utilisation d'armes de destruction massive au XXIe siècle. Les Nations Unies ont la responsabilité de veiller à ce que les armes chimiques ne soient jamais réutilisées en temps de guerre. Le fait que la Syrie veuille signer la convention d'interdiction des armes chimiques est bien sûr un pas dans la bonne direction et qui implique des obligations très strictes.
Et l'accord entre la Fédération de Russie et les Nations Unies sur un cadre pour l'élimination des armes chimiques de la Syrie est un bon pas en avant. J'ai incité le Conseil de sécurité à agir de manière rapide pour veiller, pour assurer la mise en œuvre de ces accords. Après 2 ans et demi de tragédie, le temps est venu pour le Conseil de sécurité de faire preuve de leadership et d'exercer, de prendre ses responsabilités morales et politiques. Il faut que les auteurs de ce crime rendent compte de leur action. Quiconque utilise des armes chimiques commet un crime. Notre message doit aller au-delà de tout cela. Et il n'est pas acceptable d'utiliser le gaz contre son propre peuple. Il ne faut pas qu'il y ait d'impunité non plus pour les crimes commis avec des armes conventionnelles. La commission d'enquête a rendu compte des horreurs commises par toutes les parties au conflit, avec le bombardement sans discrimination de quartiers habités par des civils. Les désarmements traversent la région en tous sens. La situation humanitaire est désespérée. Des personnes sont à vivre sous siège et les familles sont confrontées à des choix intolérables. Le risque de rester sur place et d'être bombardés ou les risques liés au statut de réfugiés. Et maintenant, des communautés qui autrefois vivaient en harmonie sont maintenant déchirées par des divisions sectaires. 1/3 de la population a quitté ses foyers et il y a un grand nombre de réfugiés et de déplacés internes dans de nombreuses régions qui suscitent, qui provoquent de l'instabilité. Et il faut que les tueries cessent, les combats doivent cesser. Nous devons tout faire pour amener les parties au conflit à négocier. Dernier en Syrie, Ban Ki-moon donc, qui a dit qu'il y avait eu utilisation du gaz sarin, qui a parlé d'un crime de guerre et qui a dit que le temps est venu pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de faire preuve de leadership et que les auteurs de ces crimes doivent rendre des comptes. Je vous rappelle tout de même, je vous précise que ce rapport ne désigne pas aujourd'hui de coupable. Alors on retrouve Ban Ki-moon, voilà, nous sommes à nouveau en direct. Alors ça doit peut-être être une conférence de presse ou est-ce qu'il a terminé, Ban Ki-moon? Voilà, quelques questions. Et les requêtes. Est-ce que vous avez des informations sur les auteurs de ce crime et comment allez-vous les faire rendre compte? La mission de l'équipe du Dr Sellström a pu déterminer de manière objective que du gaz sarin a été utilisé sur une échelle relativement grande en Syrie. Comme je vous l'ai déjà dit, le travail de l'équipe était de déterminer si et dans quelle mesure des armes chimiques ont été utilisées et non pas de décider, de déterminer les responsabilités. C'est à d'autres de décider s'il faut déterminer les responsabilités. Nous avons peut-être tous nos opinions, nos idées à ce sujet. Je dirais simplement qu'un crime grave a été commis et les personnes responsables doivent rendre des comptes devant la justice le plus vite possible. Le plan américano-russe donne au président Assad 1 semaine pour mettre à disposition les armes chimiques. Est-ce que vous allez envoyer des inspecteurs? Oui. Dès que j'ai un accord avec le gouvernement syrien, j'ai demandé à l'équipe du Dr Sellström de retourner en Syrie pour poursuivre leurs enquêtes pour un rapport final. J'en ai parlé avec le directeur général d'OPCW et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, et ils sont d'accord pour soutenir cette initiative.
dès que possible. Dernière question. Secrétaire général, vous avez souvent parlé de l'importance pour que les coupables rendent compte. Dans quelle mesure rendre des comptes? Êtes-vous personnellement disposé à utiliser tous les moyens dont vous disposez pour que les auteurs de ce crime rendent des comptes? Comme je l'ai dit de manière répétée, que les auteurs de ce crime, ceux qui ont utilisé des armes chimiques ou ceux qui utiliseront ces armes dans l'avenir, devront être traduits en justice. C'est bien sûr le principe des Nations Unies et du droit international et du droit humanitaire. Comment favoriser cela et les moyens à utiliser doivent faire l'objet de discussions au sein du Conseil de sécurité et je suis disposé à en discuter. Mais à ce stade, je n'ai pas d'informations claires à ce sujet. Merci beaucoup. Ki-moon, donc, je vous rappelle, l'utilisation donc du gaz sarin, voilà ce que dit donc le rapport des inspecteurs de l'ONU sur l'attaque chimique du 21 août dernier. Ban Ki-moon qui parle de crimes de guerre. Le temps est venu pour le Conseil de sécurité de faire preuve de leadership. L'auteur de ces crimes doivent rendre des comptes. Peut-être qu'on va rejoindre dans un instant Emmanuel Saint-Martin en direct de New York qui nous en dira un peu plus. Vous êtes avec nous, Emmanuel, bonsoir. Très honnêtement, on n'a rien appris de nouveau, ce que l'on savait déjà. Utilisation donc du gaz sarin et surtout on ne sait pas, Ban Ki-moon dit que les auteurs de cette attaque devront rendre des comptes. Le problème c'est que ce rapport ne dit pas qui est derrière cette attaque chimique du 21 août dernier. Oui, exactement, on le savait, vous avez raison de le dire. Alors on se doutait qu'il y avait utilisation de sarin, il y avait de forts indices rapportés par les habitants sur place. Au moins là on en a une confirmation scientifique qui va devenir indiscutable. C'est déjà quelque chose d'important, on souligne ici, quand même, aux Nations Unies. Mais vous avez raison de le dire et de le souligner, il n'y a rien finalement dans ce rapport qui tranche définitivement d'un côté ou de l'autre. Et surtout, il y a des éléments en quelque sorte pour chacun des deux camps. D'un côté, nous avons des Occidentaux, comme Laurent Fabius l'a déjà dit immédiatement après la présentation de ce rapport, qui nous disent écoutez, il y a toutes les preuves que c'est le gouvernement dans ce rapport. Et puis de l'autre côté, le gouvernement syrien, ses alliés russes, qui vont nous dire au contraire, le rapport ne désigne absolument pas le gouvernement. Il y a par exemple l'utilisation des munitions employées qui est décrite très précisément. Il s'agirait de munitions d'artillerie. Alors certes, ce sont des munitions d'artillerie que le gouvernement a en sa possession, mais tous les éléments indiquent que l'opposition dispose d'éléments d'artillerie, de munitions d'artillerie d'à peu près du même type, même s'il semble qu'il y ait par exemple des indications, des inscriptions russes sur ces munitions. Donc effectivement, vous avez raison, presque autant de doutes et de questions qu'on en avait avant ce rapport. Merci beaucoup Emmanuel Saint-Martin. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'évidemment une bataille diplomatique va s'engager maintenant à l'ONU, puisque la France veut notamment une résolution contraignante aux Nations Unies qui contraigne donc Damas à rendre cet arsenal chimique et faute de quoi il pourrait y avoir une pression militaire, une opération militaire, et la Russie, elle, ne veut pas contraindre le régime de Damas, ne veut pas en tout cas de résolution contraignante, bataille donc diplomatique qui s'engage à l'ONU. C'était priorité au direct. J'aurais quand même qu'on clôture ce débat sur le Rwanda. Tout d'abord, un droit de réponse, Jacques Kagame, ambassadeur donc du Rwanda en France, sur le soutien du régime donc de Paul Kagame à la rébellion du M23. C'est en tout cas ce que dit l'ONU et vous démentez toujours ce soir. Absolument, il n'y a pas de soutien du Rwanda au M23. C'est un amalgame qui est fait depuis longtemps entre les populations rwandophones du Congo et les Rwandais du Rwanda. Nous savons d'où est venu ce problème. Il y a la période coloniale, il y a le partage de l'Afrique, il y a en 1920 le partage de la distribution du gâteau, je dirais, allemand perdu. Mais là, vous nous refaites l'histoire du Rwanda. On ne peut pas comprendre. Pardonnez-moi, il y a un rapport de l'ONU qui dit aujourd'hui que que le régime de Paul Kagame arme les rebelles. Ce qui est complètement faux. Vous dites que c'est faux. Un mot. Oui. Quand même, je pense qu'il faut dire la vérité ici.
Depuis 1996, M. Kagame, le président du Rwanda, a toujours voulu pénétrer au Congo. D'abord pour détruire les camps de réfugiés, et en plus pour massacrer au moins 300 000 Rwandais réfugiés. Et les FDLR? Attendez. Deuxièmement, oui, FDLR, c'est notre... Je crois que le plus gros, c'était ramener les réfugiés Les au Rwanda. FDLR, c'est les milices Hutus, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Oui. De toute façon, je pense que la question du FDLR est très importante, mais, entre guillemets, je vous rappelle, 2012, l'armée rwandaise, en association avec l'armée congolaise, sont allés chasser les FDLR. Et l'armée rwandaise est rentrée en applaudissant, voilà, nous les avons chassés. Et ces gens-là sont toujours là. C'est étonnant. Deuxièmement, 17 000 soldats des Nations Unies sont au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à chasser les FDLR. Troisièmement, nous avons constaté qu'en 1998, il y a eu M. Kabarebe qui s'est planté à Kinshasa comme chef d'état-major des forces armées congolaises. Il y a des intérêts. Pas seulement l'Occident, mais le régime de Kigali aussi, et en particulier le président Kagame, qui a des liens avec des lobbies des sociétés internationales qui sont intéressés aux matières premières du Congo. Donc il ne s'agit pas tellement du FDLR et puis de dire la stabilité dans la région, la stabilité qui ont été ramenés du Congo. Monsieur Twagiramungu n'en parle pas. Les 3 millions de Rwandais qui étaient au Congo, réfugiés, pris en otage par les FDLR, vous n'en parlez pas, c'est étonnant. Et qui aujourd'hui sont au Rwanda, et ce sont ceux-là qui reconstruisent le Rwanda. 3 millions, vous voulez dire quoi sur 3 millions? Mais ce sont des faits. 3 millions, mais avant de faire entrer les réfugiés, il faudrait faire entrer le FDLR, d'abord. Et pas en faire un prétexte pendant 20 ans. Vous avez tout à l'heure posé une très bonne question en parlant il faut donner des MONUSCO qui n'arrivent pas à le faire. Il faut laisser les Congolais avec leur pays, le Congo, et occupez-vous du Rwanda pour y assurer la sécurité, la démocratie. Il n'y aura pas de sécurité au Rwanda tant qu'il y aura les FDLR en RDC. Allez, Antoine Glaser, peut-être pour vous. Ce qui est vrai, c'est que c'est très difficile de faire un débat sur le Rwanda si on ne parle pas du Congo. Je veux dire, s'il y a le problème, c'est aussi un problème congolais. Je veux dire, c'est pourquoi le Congo n'arrive pas à contrôler le Kivu. Il y a un problème aussi d'État congolais, etc. Donc, c'est vraiment difficile de parler du Rwanda sans parler du Congo. En fait, le problème, le débat central, c'est vraiment le Kivu. Ça veut dire à la frontière entre les deux pays et l'influence du Rwanda dans toute la région. Oui, avant l'arrivée au pouvoir du président Kagame, le Congo était un pays tranquille. Je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter Paul Kagame. Il en est à son 2e mandat. En fera-t-il un 3e? Eh bien, en juillet 2012, c'était en juillet 2012, il affirmait que non. J'ai un pays désormais, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Du moment où j'ai un pays stable, qui se développe, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai aucune inquiétude. J'ai une ferme quelque part où je pourrais dormir, lire, écrire et prendre du plaisir. Jacques Kagame, c'est sûr, il ne se présentera pas en 2017. Hein. Nous avons une constitution. D'accord. Le Rwanda s'est doté d'une constitution. Eh bien, nous respecterons la constitution qui a été établie par la population. Ouais. Mais d'ici là, l'avenir est à vous. Par référendum. Voilà, l'avenir est à vous. Merci Antoine Glaser, c'est le mot de la fin. L'avenir est à Faustin Twagiramungu. Il est à 8000 km du Rwanda. Il est complètement dépassé. J'ai demandé la situation du Rwanda. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Priorité à l'actu au direct, le journal de 20h sur France 24. Merci, très belle soirée, à demain.